Je suis une femme, mais je ne suis pas féministe. C'est rare aujourd'hui d'entendre ça, pour autant je pense que beaucoup de femmes le ressentent au fond d'elles-mêmes, mais n'osent tout simplement pas le dire. C'est simple, quand je vois ce qu'est le féminisme en 2022 et comment sont les féministes dans leur grande majorité, c'est tout simplement impossible de m'en réclamer. Je juge un arbre à ses fruits, et le meilleur moyen de juger d'une idée, c'est de regarder la qualité humaine de ceux qui s'en réclament. Ce qui ne veut pas dire que je pense pour autant que les femmes sont des serpillères, ou encore qu'on devrait revenir à la préhistoire, mais tout simplement je pense qu'aujourd'hui on connaît suffisamment les différences et les points communs entre les hommes et les femmes, notamment grâce à la psychologie évolutionniste ou encore grâce à la biologie, pour pouvoir proposer une autre vision des rapports hommes-femmes que ce que propose le féminisme. Donc je vous présente aujourd'hui les 4 raisons pour lesquelles je ne suis pas féministe et comment je me définis sur la question des rapports entre les hommes et les femmes. Première raison, le féminisme est une guerre contre la virilité. Pour les féministes, l'ennemi à abattre, c'est le principe masculin, c'est l'homme. Et leur volonté, c'est la destruction de tout ce qui rappelle la figure de l'homme et la figure du père. Alors évidemment qu'en tant que femme, on aura toujours un jour ou l'autre une expérience malheureuse avec un homme. Parce que les relations hommes-femmes sont difficiles à garder civilisées, surtout dans une société égalitariste et chaotique. Mais une société sans hommes, ça n'existe pas. Et heureusement. D'une, parce qu'il faut être deux pour se reproduire et ainsi continuer d'exister et de perpétuer une civilisation. De deux, parce que les hommes ont les qualités nécessaires pour bâtir une société qui fonctionne. Ce sont des bâtisseurs, des protecteurs et des transgresseurs. Donc la question est, comment faire pour que les hommes et les femmes puissent vivre dans une société où chacun peut exprimer ses qualités? J'ai quelques propositions là-dessus. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous les exposerai et je peux vous assurer que c'est pas Marlène Schiappa que vous entendrez dire ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas le féminisme qui a trouvé la solution. Au contraire, il produit des relations hommes-femmes qui sont très malsaines, avec d'un côté des hommes soja et de l'autre des harpies hystériques. Et puis les conséquences du féminisme, c'est peu de mariages, de moins en moins d'enfants, donc un taux de natalité qui baisse de façon conséquente, et surtout de moins en moins d'hommes et de femmes qui acceptent de partager leur vie. Avant d'aborder la deuxième raison pour laquelle je ne suis pas féministe, c'est le moment de vous abonner à cette chaîne si jamais la vidéo vous intéresse. Saviez-vous qu'à peu près 52% des gens qui regardent régulièrement mes vidéos ne sont pas abonnés? Alors c'est le moment de rectifier ça pour me soutenir, c'est le moyen le plus simple que vous ayez de le faire. Activez la cloche de notification sinon que YouTube ne vous alerte pas des nouvelles futures vidéos. Deuxième raison donc, le féminisme fait la guerre à notre civilisation. Le féminisme, ce n'est que l'avatar de l'idéologie égalitaire. Une idéologie égalitaire qui pousse au ressentiment et à la jalousie. Et on voit ça très clairement appliqué dans le féminisme. Que ce soit le ressentiment et la jalousie des femmes médiocres contre les femmes admirables, donc une atteinte et une destruction de la féminité à terme. Le ressentiment des femmes contre les hommes, donc à terme destruction de la masculinité. Et voilà ce qu'elle écrit, il ne suffit pas de nous entraider, il faut à notre tour les éliminer. Et troisièmement, ressentiment des femmes contre leur destin, donc la destruction des devoirs collectifs. Comme partout, l'égalitarisme amène à transformer l'humanité en légion de gobelins malheureux. Un modèle pour tous qui n'amène qu'un nivellement par le bas et qui en réalité ne convient qu'aux dérangés et à personne d'autre. Troisième raison pour laquelle je ne suis pas féministe, c'est que le féminisme mène une guerre impitoyable à la beauté. Après quelques coups de pédale, la brigade antisexiste fait son premier arrêt. Cette publicité n'échappera pas aux stickers sexistes. On peut pas supprimer la pub à nous-mêmes. Si d'autres événements du même type ne sont pas encore programmés, l'association attend des volontaires pour composer la brigade antisexiste. Parce qu'aujourd'hui, finalement, être féministe, c'est quoi? C'est vandaliser des pubs parce que les mannequins qui sont dessus sont trop belles et les remplacer par des grosses. C'est organiser des pétitions pour interdire le concours Miss France ou alors y mettre des grosses ou des transsexuels. C'est être fier de se défigurer et de se rendre la plus laide possible pour montrer à quel point on est libre des dictats du patriarcat. L'art féministe, ça se résume à se disperser son sang menstruel sur le visage et être fier de parler de son devant des milliers de personnes. En bref, le féminisme, c'est toujours plus de laideur, de médiocrité et d'obscénité. Quand on est de droite, on a un goût pour l'ordre, la beauté et l'excellence. C'est tout à fait logique, il y a un lien évident entre éthique et esthétique, et tout ce qui est laid de l'extérieur ne peut que cacher une grande laideur intérieure. Dédier sa vie à créer de la laideur, d'abord c'est néfaste pour soi, c'est néfaste pour les autres, et c'est surtout néfaste pour les générations futures. C'est un impératif moral que de se battre contre ceux qui passent leur existence à détruire ce qui est beau pour le remplacer par ce qui est immonde et repoussant. Quatrième raison, enfin, pour laquelle je ne suis pas féministe, c'est que le féminisme mène une guerre contre la féminité. Et oui, ça peut paraître paradoxal, mais en fait, c'est tout à fait logique. En fait, la vision de la femme qu'ont les féministes, ce n'est pas du tout la mienne.
Tout leur combat, c'est la mise à mort des figures classiques de la féminité pour les remplacer par des semi-femmes ou des anti-femmes. Soit vous êtes une féministe à l'ancienne et votre destin c'est de complexer d'être une femme, de chercher à tout prix à se rapprocher de ce qu'est un homme, de dénigrer constamment les valeurs féminines comme si elles étaient par essence dégradantes et négatives et péjoratives. Vous refusez à tout prix de vivre votre vie avec un homme, vous vous refusez au bonheur d'être mère, vous n'acceptez pas le fait de ne pas être un homme. Résultat, vous sombrez dans la solitude, la dépression, l'hystérie, ou alors au choix, vous décidez d'être féministe contemporaine et vous défendez les transsexuels qui sont grosso modo des hommes qui se mutilent pour ressembler à des femmes. Et on se retrouve quand même très vite avec des contradictions de taille avec la défense de la féminité, notamment quand on a accepté récemment que des combattants hommes transsexuels puissent combattre face à des femmes dans des combats de MMA et donc ainsi légaliser l'ultra-violence envers des femmes, tout ça pour faire plaisir à des malades mentaux et pour que tout le monde puisse se faire de l'argent dessus. Ou encore vous avez ces athlètes féminines qui travaillent d'arrache-pied toute l'année pour obtenir des résultats et qui se font rafler la coupe par des hommes à cheveux roses dans leur propre discipline. Car oui, il existe une inégalité biologique entre les hommes et les femmes. Ils ont des différences musculaires, osseuses, hormonales, psychologiques. Différences qui ont ensuite engendré des comportements, des goûts, des centres d'intérêt qui sont propres et différents entre les hommes et les femmes. C'est d'ailleurs ce que nous apprend la psychologie évolutionniste que je vous ai rapidement évoqué en début de vidéo. Et d'ailleurs, si vous vous intéressez à la question et que vous voulez avoir une première approche sur ce sujet, j'avais beaucoup apprécié le livre de Julien Rochdy, L'amour et la guerre, qui traitait notamment de cela. Je suis désolée, j'ai pas le livre avec moi, donc je peux pas vous le montrer parce que, comme vous avez peut-être remarqué, j'ai déménagé il y a pas longtemps. Je vous mets le lien de son site internet dans la description. À l'époque, je vous avais fait un petit post dessus sur Instagram avant que je me fasse bannir de ce réseau social. J'en profite pour vous dire que si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, allez sur mon canal Telegram, le lien est dans la description. Je vous mets aussi le lien ici. Rejoignez-moi là-bas, c'est une manière de me soutenir qui vous coûte pas grand-chose mais qui moi m'aide beaucoup. Je ferme la parenthèse. Finalement, pour être féministe contemporaine, il vous suffit de vous battre pour le droit des hommes à se déshabiller dans les vestiaires féminins. À ce sujet, je vous conseille vivement le documentaire What is a Woman du journaliste américain Matt Walsh. Je vous mets le lien évidemment dans la description. Il explore vraiment très bien ce sujet. What is a woman? Can you tell me that? Well, you're at the Women's March. You must have some idea. A woman is not anything in particular. There is not one particular thing. It could be many things to many people. Some women have penises, right? Some men have vaginas. C'est drôle, c'est instructif et ça va permettre surtout de comprendre le genre de délire qui vont arriver en France dans les prochaines années, si ce n'est déjà le cas. Le féminisme, il fait une guerre à la féminité parce qu'il nous explique qu'en gros, pour être heureuse quand on est une femme, il faut qu'on se comporte comme un homme, notamment dans les relations amoureuses. Alors ça a peut-être permis à quelques très rares hommes de vivre comme des Don Juan, mais il faut dire que la majorité des hommes et des femmes ont sombré dans la solitude, dans la dépression, dans la dégradation de soi et sont surtout dans l'impossibilité de construire une relation stable et saine sur le long terme. Il y a aujourd'hui une solitude masculine énorme. Le simp en est un exemple parfait. Un homme isolé qui cherche à combler son isolement en s'attirant les faveurs de femmes sur internet à distance parce qu'elles sont devenues trop difficiles d'accès dans le réel. Bref, la révolution sexuelle et ses conséquences ont été un désastre pour l'Occident. Et c'est sans compter sur la diabolisation de la maternité portée par le discours féministe, alors que la maternité est le fondement crucial de chaque civilisation qui se respecte. Quand celle-ci est vue comme rétrograde et humiliante, tout le reste est en passe de tomber. Si c'est ça le progrès, moi je choisis plutôt le Moyen-Âge. Donc, je ne suis pas féministe, car ce n'est pas dans l'intérêt des femmes, ce n'est pas dans l'intérêt des hommes non plus, c'est encore moins dans l'intérêt de la société, et en plus il y a un côté victimisation et ouin-ouin sans trouver de solution qui mérite un peu le poil. Cependant, et c'est là peut-être où je vais me différencier des vidéos que vous avez pu voir sur ce sujet, sur la critique du féminisme en général, c'est que je ne me considère pas traditionnaliste non plus et pas conservatrice non plus. Pour moi, ce sont des termes qui sont trop flous et qui ne répondent pas aux problématiques que soulève le féminisme. Et puis surtout, ce sont des modèles qui sont devenus inadaptés en fait à la société actuelle. Donc ce n'est pas uniquement à cause du féminisme ou de la gauche, mais à cause de conditions matérielles et concrètes qui évoluent. Les modèles de relations hommes-femmes ne se décrètent pas comme ça. Ils existent parce qu'ils sont possibles concrètement et qu'ils offrent des solutions. Ainsi donc, si les conditions concrètes disparaissent, d'autres modèles prennent le dessus, même s'ils sont négatifs. Je vais vous donner un exemple très simple qui va vous faire comprendre ce que je veux dire, notamment sur le plan économique
et l'apparition du salariat généralisé. Il faut travailler pour vivre et avec la hausse du coût de la vie, les deux parents se mettent à travailler et ne sont mères au foyer que celles qui peuvent se le permettre. D'ailleurs, le modèle de la femme au foyer des années 50, c'est pas un modèle traditionnel parce que si vous voulez, dans une société traditionnelle, les familles du voisinage se connaissent, s'entraident, partagent leur vie. C'est pas une femme seule qui passe sa journée chez elle pendant que les enfants sont à l'école et que les hommes sont au travail. Et je l'ai vu par exemple concrètement dans mon enfance. Avec 9 enfants à la maison, ma mère était femme au foyer donc elle ne travaillait pas, mais ça elle a pu se le permettre uniquement avec des conditions très spéciales. C'est que mon père travaillait suffisamment pour faire vivre toute la famille, mais j'ai vu aussi que ma mère était quand même très seule, notamment à cause des déplacements géographiques fréquents qu'on a dû vivre. Eh bien, elle n'avait pas ses grands-parents, ses parents à proximité, des membres de sa famille qui auraient pu l'aider, et elle était quand même souvent très seule, et avec une société atomisée et très individualiste, c'est pas vraiment sur ses voisins qu'elle aurait pu compter. Donc c'est normal que ce modèle de la mère au foyer, il ait quand même été remis en question. Donc même pour elle, avec des conditions relativement favorables, c'était difficile, ça n'en fait donc pas du tout un modèle réaliste pour la majorité des femmes aujourd'hui. Mais comme il faut bien se définir d'une certaine façon, si je devais choisir un terme, j'utiliserais plutôt celui de réaliste. Alors je sais bien que chacun pense que sa vision des rapports hommes-femmes est réaliste, pour autant si j'adopte ce terme, c'est parce que j'essaie de me fier à des éléments concrets et observables pour comprendre. L'important, c'est moins l'étiquette qu'on utilise pour se définir que ce qu'on pense concrètement. Bref, ce qui importe, c'est qu'on trouve une manière de vivre ensemble, on s'entend, qui soit positive pour les femmes, positif pour les hommes, positif pour la société. Mais alors, le réalisme, à quoi sert ce modèle? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on veut que les relations hommes-femmes deviennent plus saines, il faut qu'on se repose sur des principes réalistes et qu'on sorte de l'idéologie. Si je devais choisir 4 de ces principes, ça fait beaucoup de listes, mais vous allez voir, vous allez me suivre. Je dirais, numéro 1, admettre des différences biologiques fondamentales. Donc déjà, on va sortir des délires hollywoodiens. Une femme de 50 kg qui met à terre 2 bonhommes qui font 2 fois son poids à main nue, ça n'existe tout simplement pas. Les femmes, elles ont plein de qualités que les hommes n'ont pas, mais porter des choses lourdes n'en fait pas partie. On en reparlera quand il faudra porter quelque chose de lourd. Par contre, les femmes sont en général plus consciencieuses que les hommes, ce qui est quand même très utile pour faire tenir un couple, une famille, une entreprise ou même une civilisation. Numéro 2, admettre des différences psychologiques de base. Il y a des différences psychologiques évidentes entre les hommes et les femmes, que ce soit au niveau du QI, de la personnalité ou encore des troubles psychologiques qu'on retrouve le plus souvent chez les hommes ou chez les femmes. C'est la raison pour laquelle il y a plus de prix Nobel masculins, de peintres célèbres, de sculpteurs célèbres, d'architectes célèbres masculins, mais aussi pourquoi il y a 95% des détenus qui sont des hommes. Ce n'est donc pas une société secrète patriarcale qui voudrait à tout prix cacher le talent des femmes. Je vais vous mettre en description également une vidéo de Jordan Peterson qui explique très bien les différences psychologiques entre les hommes et les femmes. Ces différences, elles sont si résistantes que même dans le pays le plus égalitaire entre hommes et femmes, vous trouverez la plus grande disparité de choix de carrière parce que chacun choisit de faire le travail qui correspond le mieux à sa personnalité. Et c'est d'ailleurs ce qu'on appelle le paradoxe scandinave. Et Jordan Peterson l'explique très bien dans la vidéo que je vous ai mise. Troisième principe réaliste, c'est que les hommes et les femmes, ils ont besoin les uns des autres. Déjà, il n'y a pas de reproduction sans cohabitation paisible. En outre, les hommes et les femmes ont des qualités complémentaires qui sont bénéfiques pour chacun. Les hommes tempèrent les femmes par leur assurance physique et les femmes tempèrent les hommes par leur richesse émotionnelle. C'est un élément de sagesse très bien raconté dans Lysistrata, une comédie grecque écrite par Aristophane en 411 avant Jésus-Christ. Les hommes, obsédés par la guerre, en oublient leurs devoirs envers leur famille et envers leur communauté. Les femmes se rebellent donc et font une grève de l'amour pour les faire revenir à leurs responsabilités et à la cité. Contrairement à l'analyse contemporaine qui en a été faite, cette pièce n'est pas un plaidoyer féministe, mais un appel à ce que les femmes utilisent le pouvoir qu'elles ont sur les hommes pour que les hommes dominent leurs excès quand ceux-ci mettent en péril l'ordre social. Le pouvoir féminin existe, il doit servir à ça. Le pouvoir masculin existe et doit être employé pour que les femmes remplissent leurs fonctions sociales et collectives. En gros, chacun a pour fonction d'éviter que l'autre tombe dans l'égoïsme et l'obsession. Quatrième principe réaliste, les hommes et les femmes ont besoin d'avoir des sanctuaires à eux. Les hommes et les femmes sont complémentaires, ont besoin de vivre ensemble, mais pas tout le temps. Chacun a besoin d'avoir des espaces pour son sexe et pas pour l'autre. Que ce soit au travail, dans la vie scolaire ou étudiante ou sportive ou religieuse ou culturelle, bref, les hommes et les femmes ont besoin d'avoir des sanctuaires à eux pour se ressourcer.
La séparation a du bon, tout est une question d'équilibre. Les garçons ont besoin d'apprendre à devenir des hommes de leur côté et les petites filles à devenir des femmes. Personnellement, je ne sais pas si vous le saviez, mais j'ai été pendant la grande majorité de ma scolarité dans des écoles privées et pour certaines non mixtes. Et à partir d'un certain âge, d'une certaine classe, les garçons partaient dans les écoles de garçons et les filles dans les écoles de filles. Je trouve que c'est un modèle de scolarité qui est beaucoup plus sain pour nos enfants en général. Ça crée un environnement plus propice au travail si vous enlevez tous ces espèces de petits enjeux de séduction. Mes 2 petits frères actuellement qui sont au lycée, ils sont dans un pensionnat pour garçons et ça permet d'avoir des vrais moments de camaraderie entre garçons, d'avoir du sport à leur niveau entre garçons. Ils auront bien le temps plus tard quand ils iront à la fac et qu'ils reprendront les études. Ce que je suis simplement en train de vous dire, c'est que cette anecdote personnelle me permet de vous dire que j'ai vu concrètement les bénéfices des sanctuaires propres aux garçons et aux filles à une certaine période de leur vie. Les garçons arrêtent de rechercher le regard des filles et de faire les gros durs et d'être parfois violents entre eux, et les filles étaient beaucoup moins pestes parce qu'il n'y avait pas le regard des garçons sur elles. Quand ces espaces disparaissent, surtout à un certain âge, adolescence, enfance, où vous êtes en pleine période de construction, les rapports hommes-femmes tendent à devenir de plus en plus flous et à faire perdre des repères utiles pour devenir un adulte sain. Ce besoin d'avoir son propre sanctuaire, il est tellement fort qu'instinctivement, les hommes et les femmes qui en ont été privés cherchent à en recréer sans avoir toujours conscience de ce que ça signifie vraiment. Par exemple, les réunions non mixtes des féministes ne sont qu'une parodie des espaces féminins de la société traditionnelle. Pour moi, le Feminist Camp, c'est une vraie bulle d'oxygène. On se retrouve tout ensemble pendant un week-end. C'est là qu'on se forme, on partage entre nous, on partage aussi des moments qui sont sorores, qui sont joyeux. Et pour les hommes, ce besoin de se rassembler entre hommes, c'est ce qu'on appelle la fraternité masculine, est souvent mise à mal. D'ailleurs, on peut voir dans la culture populaire ou dans les blagues du quotidien qu'à chaque fois qu'il y a un rassemblement entre hommes, il y a toujours une suspicion d'homosexualité, comme si la fraternité ne pouvait pas exister entre les hétéros, ce qui est aberrant. Par exemple, les progressistes adorent répéter que dans Le Seigneur des Anneaux, Sam et Frodon ont en fait une relation homosexuelle, ce qui est évidemment complètement faux. Cette fraternité, elle est confirmée par Tolkien lui-même dans son œuvre et dans ses correspondances. Bref, il n'y a nulle part où les hommes peuvent former des fraternités sans forcément se faire traiter de misogynes ou d'homosexuels refoulés. C'est ce qui explique entre autres le succès de Fight Club. Vous savez que son auteur Chuck Palahniuk explique qu'il a écrit Fight Club pour combler le manque d'histoire et de modèles culturels masculins à notre époque. There are so few social model novels or stories for men. Donc vous l'aurez compris, je ne suis pas féministe. Le féminisme aujourd'hui, c'est le combat qui considère que c'est plus important de dénaturer la langue française que de parler des violences et des agressions sexuelles qui sont commises quotidiennement sur les femmes françaises par des gens issus de l'immigration. Si je dis it rains ou si je dis il pleut, j'exprime la même pensée. Même si elle se fait par une autre langue, c'est pas parce que je dis il pleut. Du coup, elle pleut, ça vous dérangera pas? Bah c'est bon, si, alors on peut s'entendre, elle pleut, voilà, terminé. Non, ça change rien. Donc c'est parfait. On peut faire ce qu'on veut avec nos cheveux, du coup. Vous pouvez pas inventer, c'est pas à vous de décider. Si. Non, c'est nous qui décidons comment on parle. Là, il y a vraiment une méprise. Il y a vraiment une méprise totale. En fait, vous voulez nous faire taire. C'est la philosophie qui marginalise les garçons et les hommes et qui s'étonne après que ceux-ci puissent devenir violents et instables. Le problème incel que les féministes dénoncent, elles devraient comprendre qu'elles sont en partie responsables de ce phénomène. Si vous trouvez mon point de vue pertinent, que cette vidéo vous a intéressé, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, que ça vous prend 2 secondes et que c'est une forme de soutien très efficace pour moi. Activez la cloche de notification et suivez-moi sur Telegram. En bref, le féminisme, c'est une culture qui ne donne rien de positif à notre société et qui donne le pouvoir à des caricatures de harpies ou à des hommes dérangés qui se servent du féminisme contemporain pour protéger leur comportement de prédateurs. Il est temps de passer à autre chose. Il est temps de faire table rase de cette idéologie. Si l'on veut une société d'hommes et de femmes qui soit vertueux et forts, qui puissent s'épanouir pleinement et donner le meilleur d'eux-mêmes, il faut repartir de zéro. Repartir du réel, des sciences du vivant, de la matière et de l'esprit, mais aussi nous intéresser à nos mythes, nos légendes les plus anciennes, nos traditions, à notre culture classique, pour comprendre qui nous sommes, pour avancer et enfin nous remettre à bâtir pour les générations futures.